Lyon, septembre 1996. 3 heures du matin. Dans le silence oppressant d'un hôpital, une infirmière traverse un couloir baigné de lumière fluorescente, se dirigeant vers une aile désaffectée. C'est le dernier instant où quelqu'un l'aperçoit. Ensuite, le vide. Une disparition absolue, comme si l'air l'avait simplement englouti. Une disparition sans témoin, sans motif apparent, dans un lieu où l'on s'attend à la sécurité et à la vie. Que s'est-il passé cette nuit-là? Comment une jeune femme peut-elle s'effacer ainsi, laissant derrière elle une énigme glaciale? Avant de plonger dans cette histoire glaçante, dites-nous en commentaire, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Préparez-vous à entrer dans les vestiges d'un mystère. Lyon, septembre 1996. Une chaleur moite s'accrochait encore aux pierres de la ville, même après que le soleil a cédé sa place à une nuit d'encre. À l'intérieur du centre hospitalier de Lyon, les couloirs respiraient un silence clinique, traversé çà et là par la lueur froide des néons. Il était peu après minuit, et l'hôpital s'engourdissait dans cette quiétude particulière aux veilles nocturnes, où les chuchotements des patients et le vrombissement lointain des appareils médicaux formaient une étrange symphonie. C'est dans cette ambiance que Nathalie Blanchet, infirmière de 28 ans, entamait son service de garde. Nathalie était une figure familière et appréciée de ses collègues. Après avoir obtenu son diplôme à Paris, elle avait cherché à Lyon non seulement la stabilité professionnelle, mais aussi un nouveau départ, une échappatoire à la résonance amère d'un engagement brisé. Elle portait en elle une discipline exemplaire et un sourire doux, qualité qui faisait d'elle une présence rassurante, capable d'apporter un semblant de paix même au cœur du chaos hospitalier. Cette nuit-là, comme à son habitude, elle accomplissait ses tâches avec une méticulosité infaillible. Elle arpentait les pavillons avec une démarche légère et assurée, vérifiant les perfusions, ajustant les couvertures, et consignant chaque détail dans les dossiers des patients. Quelques insomniaques la saluaient d'un signe de tête lasse, et Nathalie leur offrait en retour un mot apaisant, une présence silencieuse qui atténuait l'angoisse de la nuit. Vers 3 heures du matin, une scène anodine allait prendre, avec le recul, une importance capitale. Une de ses collègues, l'infirmière de nuit Sylvie Dubois, se souviendrait l'avoir croisée. Nathalie se dirigeait alors vers l'aile la plus ancienne de l'établissement, celle qui abritait le bloc chirurgical désaffecté. Cette section de l'hôpital n'accueillait plus de patients depuis des années, mais servait encore de lieu de stockage pour du matériel obsolète ou rarement utilisé. C'est là, dans l'ombre grandissante des néons, que Sylvie Dubois a vu Nathalie pour la dernière fois. Lorsque le soleil se leva sur Lyon, teignant les toits d'une lueur blafarde, l'absence de Nathalie Blanchet devint une évidence troublante. Son poste était vacant, son uniforme blanc, habituellement immaculé, semblait s'être volatilisé avec elle. Une rapide vérification confirma l'impensable. Son casier au vestiaire était intact, son sac à main reposait à l'endroit exact où elle l'avait laissé, sa voiture était toujours garée sur le parking de l'hôpital. Mais Nathalie, elle, n'était plus là. Elle avait disparu sans laisser la moindre trace, comme si elle s'était fondue dans le silence de la nuit. La direction de l'hôpital, alertée par l'inquiétude grandissante, contacta la police en cette matinée du 19 septembre 1996. Des équipes de perquisition et des experts en scène de crime convergèrent rapidement vers l'établissement, transformant les couloirs d'ordinaire discrets en un théâtre d'investigation. Chaque salle, chaque recoin de l'aile désaffectée fut fouillé avec minutie. Les médecins, les infirmières, les aides-soignants et le personnel administratif furent interrogés, leurs témoignages recueillis avec une précision clinique. Pourtant, les premiers constats ne révélèrent rien. Aucun signe de lutte, aucun objet déplacé, pas la moindre empreinte suspecte. Le lieu de travail de Nathalie, un endroit habituellement régi par l'ordre et la rigueur, ne livrait aucun indice. Face à ce vide déconcertant, les spéculations commencèrent à fleurir, d'abord en chuchotis, puis en hypothèses plus affirmées. Nathalie aurait-elle pu s'enfuir de son plein gré, cherchant à couper les ponts avec son passé et son présent? Cette idée, si elle soulageait un instant le poids de l'horreur, ne correspondait guère au portrait d'une femme aussi structurée. Ou bien aurait-elle été la victime d'un patient instable, qui aurait profité de la nuit pour commettre l'irréparable? L'hôpital abritait son lot de cas psychiatriques délicats, mais aucune altercation récente n'avait été signalée. Enfin, la possibilité la plus insidieuse émergea. Un individu de l'intérieur, quelqu'un connaissant parfaitement les rouages et les failles de l'établissement, aurait-il pu être impliqué? L'enquête s'étira sur de longs mois, ponctuée par une succession de rapports, de dépositions et d'hypothèses invérifiables. Les policiers suivirent chaque piste, réinterrogèrent les mêmes personnes, mais chaque tentative aboutissait à une impasse. Il n'y avait ni corps, ni armes, ni aveu. Le dossier de Nathalie Blanchet,
épais de documents et de doutes, s'alourdissait sans jamais révéler la vérité. Progressivement, la flamme de l'espoir vacilla. Pour sa famille, dévastée par l'attente et l'incertitude, il fallut se résoudre à l'inévitable. Nathalie était devenue un nom de plus dans la triste litanie des disparitions. En 1998, faute d'éléments nouveaux, le cas fut officiellement classé. La mémoire de Nathalie Blanchet ne survécut alors que sous forme de murmures et d'ombres dans les murs froids du centre hospitalier de Lyon. Un souvenir lancinant, un mystère non résolu qui planait sur les nuits de garde, rappelant à tous qu'un jour, une femme était entrée dans cette bâtisse de soins, pour ne jamais en ressortir. Près de 9 années s'étaient écoulées depuis que le dossier de Nathalie Blanchet avait été classé, son nom et son destin se diluant dans l'oubli des archives. Lyon avait évolué, ses quartiers se transformant, de nouvelles infrastructures émergeant, mais le centre hospitalier demeurait, imposant et silencieux. Certaines de ses ailes, cependant, résistaient au temps et à la modernisation. L'aile désaffectée, autrefois le bloc chirurgical, était restée en grande partie intouchée, un labyrinthe de salles poussiéreuses et de couloirs oubliés, où l'écho des pas se perdait dans une atmosphère lourde de non-dits et de secrets emprisonnés. C'était là que, malgré les années, le temps semblait s'être arrêté, laissant la poussière s'accumuler sur des équipements délaissés. En mars 2005, un vent de changement souffla enfin sur la partie la plus ancienne du bâtiment. Des travaux de rénovation furent initiés, visant à réhabiliter certaines zones pour de nouveaux usages ou à moderniser les systèmes internes. Parmi l'équipe chargée de vider ces salles reconverties en dépôts temporaires, se trouvait René Delacour, un homme au visage buriné par des décennies de service au sein du personnel de maintenance de l'hôpital. René était un pilier de l'établissement, connaissant chaque tuyau, chaque recoin, chaque murmure des vieilles pierres. Sa mission ce jour-là le conduisit dans une ancienne salle de stérilisation, un espace exigu et sombre, où l'air était vicié et l'odeur métallique du passé persistait. La salle était encombrée de vieux équipements médicaux hors d'usage, de cartons éventrés et de meubles rouillés. Contre l'un des murs, un imposant meuble métallique, lourd et massif, servait depuis des années de support improvisé pour diverses boîtes. René avait reçu pour instruction de le déplacer afin de permettre l'inspection du mur et d'éventuels travaux d'isolation. Il enserra les poignées froides de l'armoire, ses muscles se contractant sous l'effort. Le meuble, après un grincement sonore et une lente glissade sur le carrelage froid, révéla la surface du mur qu'il avait dissimulé si longtemps. C'est alors que le regard expérimenté de René fut attiré par une anomalie. Derrière l'emplacement de l'armoire, le revêtement mural de plâtre n'était pas uniforme. Une fissure, plus large et plus profonde que celle causée par l'usure du temps, serpentait sur la surface. En y regardant de plus près, il constata que le plâtre était non seulement fendu, mais aussi visiblement fragilisé, comme si une section du mur avait été grossièrement brisée puis recouverte à la hâte, sans le soin requis pour une restauration durable. Intrigué, et sentant que quelque chose n'était pas normal, René appela un de ses jeunes collègues, Antoine Giraud, pour qu'il vienne l'assister. Ensemble, ils exercèrent une pression sur la zone suspecte. Le plâtre céda sous leurs doigts, se détachant par larges plaques. Ce qui apparut derrière ne laissa place à aucune équivoque. Il ne s'agissait pas d'une simple fissure, mais d'une ouverture irrégulière, un passage sombre et dissimulé. Quelqu'un avait manifestement brisé le mur et aménagé, ou du moins créé, un espace caché, une sorte de niche grossièrement improvisée dans l'épaisseur du bâti. Une profonde inquiétude envahit René. L'ambiance de la pièce, déjà lourde, devint pesante, et le silence ne fut brisé que par les battements précipités de leur propre cœur. À l'aide d'une lampe torche, ils osèrent jeter un regard dans l'obscurité béante. L'espace était étroit, confiné, et l'air qui s'en échappait portait une odeur âcre et suffocante, mêlant l'humidité des vieilles pierres à une effluve plus organique. Au fond de cette cavité improvisée, parmi des sacs en plastique décomposés par le temps et des lambeaux de tissu méconnaissables, se dessinaient des formes indistinctes. Alors que la lumière se posait sur elles, la terrible vérité éclata. Il s'agissait de restes humains. Ossements jaunis, fragments d'une existence passée, gisaient là, dissimulés du monde pendant près d'une décennie. La découverte eut l'effet d'une bombe au sein de l'hôpital. La police fut immédiatement alertée, et la vieille salle de stérilisation fut transformée en scène de crime, les uniformes bleus et les combinaisons blanches des techniciens de la police scientifique remplaçant l'équipement hospitalier. Le silence glacial de la cavité devint le centre d'une enquête méthodique et minutieuse. Les restes furent prélevés avec la plus grande précaution et transportés vers le laboratoire d'analyse médico-légale de Lyon. L'analyse initiale des enquêteurs permit de déterminer que les ossements étaient ceux d'une femme, âgée d'environ 25 à 30 ans au moment de son décès. La description,
L'emplacement et la période renvoyaient inévitablement à un nom, un fantôme qui avait hanté les mémoires de l'hôpital, Nathalie Blanchet. L'attente des résultats du laboratoire de comparaison d'ADN fut insoutenable, aussi bien pour les enquêteurs que pour la famille de Nathalie, qui revoyait s'ouvrir les blessures du passé. Le verdict tomba, sans appel, et plongea tout Lyon dans un nouveau choc. Les restes appartenaient bien à Nathalie Blanchet, l'infirmière disparue en 1996. Le mystère venait de ressurgir, plus sombre et plus cruel qu'on ne l'aurait imaginé. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. L'hôpital fut de nouveau envahi par les journalistes, les caméras et les micros, avides de détails, cherchant à percer le voile de ce drame oublié. Le dossier, archivé 7 ans plus tôt, était rouvert. Les souvenirs douloureux, les questions sans réponse, et l'angoisse des proches de Nathalie, qui avaient tenté de faire leur deuil, ressurgirent avec une intensité renouvelée, brutalement ramenée à la surface par le contenu macabre d'un mur oublié. La découverte macabre derrière l'armoire de l'ancienne salle de stérilisation avait déchiré le voile du passé, rouvrant brutalement l'affaire Nathalie Blanchet. Ce qui n'était qu'un dossier archivé, une froide statistique de disparition, devint en mars 2005 une scène de crime complexe, exigeant une réévaluation complète de tous les faits connus. L'enquête, relancée avec une énergie nouvelle, plongea dans les profondeurs de ce qui était autrefois une énigme sans solution. La première étape cruciale fut l'autopsie des restes de Nathalie Blanchet, menée avec la plus grande rigueur par les experts médico-légaux. Le temps avait fait son œuvre, mais certains indices fondamentaux avaient miraculeusement survécu. L'examen révéla sans équivoque que Nathalie n'était pas décédée d'un accident ou de cause naturelle. Elle avait été asphyxiée. Cette conclusion éliminait d'emblée les théories d'une chute malheureuse ou d'un malaise. La mort n'était pas accidentelle, elle était intentionnelle, le fruit d'une action délibérée et violente. Plus troublant encore, l'analyse détaillée des ossements et des fragments de tissu préservés mis en lumière des marques distinctes sur les poignets et les chevilles de la victime. Ces stigmates, des abrasions et des sillons profonds, étaient compatibles avec une contention forcée. Nathalie avait été ligotée. Cette découverte transformait la nature du crime, le faisant passer d'un acte potentiellement impulsif à une agression préméditée, impliquant une immobilisation de la victime avant sa mort. L'image d'une infirmière souriante s'estompait pour laisser place à celle d'une femme terrorisée, soumise à une violence indicible. Parallèlement, les experts de la police scientifique se concentrèrent sur le lieu même de la découverte. L'espace dissimulé derrière l'armoire fut analysé au millimètre près. Loin d'être une cachette improvisée dans la panique d'un moment, l'agencement de la cavité suggérait une certaine planification. Le plâtre avait été brisé avec une intention claire, créant une alcôve suffisamment grande pour y dissimuler un corps, puis grossièrement rebouché pour échapper à toute détection. Il ne s'agissait pas du geste désespéré d'un patient en crise. Cet acte exigeait du temps, des outils, et une connaissance intime des lieux, voire un accès facilité. Cette conclusion renforçait la conviction des enquêteurs que le coupable n'était pas un étranger, mais bien quelqu'un ayant des liens étroits avec l'hôpital, un individu qui connaissait les lieux, leurs secrets et leurs angles morts. L'enquête se tourna donc inévitablement vers la liste des employés de l'hôpital en septembre 1996. Des centaines de noms furent passés au crible, leurs antécédents professionnels et personnels examinés. Parmi cette longue liste, un nom refit surface, déjà noté dans les marges du dossier initial, mais sans suite concrète à l'époque, Georges Valin. Georges Valin était un ancien auxiliaire de services généraux qui avait travaillé au centre hospitalier de Lyon jusqu'en 1997, soit un an après la disparition de Nathalie. Son départ n'avait pas été volontaire. Il avait été licencié pour comportement inapproprié et faisait l'objet de plusieurs plaintes pour harcèlement de la part d'infirmières. Des collègues se souvenaient de son regard insistant, de ses remarques déplacées, de son attitude parfois menaçante envers le personnel féminin. À l'époque de la disparition de Nathalie, Valin avait été interrogé, comme de nombreux autres employés. Cependant, faute de preuves directes, rien n'avait pu être établi contre lui. Son passé trouble l'avait placé dans le cercle des suspects potentiels, mais sans plus. L'affaire s'était enlisée et son nom était resté dans l'ombre des doutes, jamais véritablement éclairci. Mais en 2005, le contexte était radicalement différent. Les avancées de la science forensique avaient révolutionné les méthodes d'investigation. Les techniques d'analyse ADN étaient devenues d'une précision inégalée, capables d'isoler des fragments infimes, là où quelques années auparavant, la tâche aurait été jugée impossible. Les vêtements de Nathalie, retrouvés en lambeaux aux côtés de ses restes, furent soumis à de nouvelles analyses approfondies. Chaque fibre, chaque parcelle de tissu fut passée au peigne fin.
Le travail acharné des laboratoires porta ses fruits. Les techniciens parvinrent à identifier des fragments d'ADN sur les habits de Nathalie. Ces traces, microscopiques mais irréfutables, ne provenaient pas de la victime. Elles appartenaient à un individu distinct. Après comparaison avec la base de données des personnes interrogées à l'époque, puis une recherche plus ciblée, les résultats furent formels. Les fragments d'ADN correspondaient à ceux de Georges Valin. Cette découverte fut le coup de tonnerre que les enquêteurs attendaient. Le nom de Georges Valin, autrefois une simple mention dans un dossier froid, résonnait désormais avec l'écho glaçant de la culpabilité. Il n'était plus un suspect parmi tant d'autres, mais le point focal de l'enquête, l'homme directement lié, par la preuve scientifique la plus solide, au reste de Nathalie Blanchet. Le piège se refermait, 9 ans après le crime, et les autorités savaient désormais où chercher la vérité. La confrontation décisive était imminente, et le passé, enseveli sous la poussière et le silence, s'apprêtait à livrer ses dernières révélations. La découverte de l'ADN de Georges Valin sur les vêtements de Nathalie Blanchet avait transformé un dossier froid en une affaire brûlante. Le suspect, identifié par la science après près d'une décennie, fut rapidement localisé par les autorités. Ancien employé du centre hospitalier de Lyon, son passé trouble et son licenciement pour harcèlement avaient déjà attiré l'attention des enquêteurs en 1996, mais le manque de preuves concrètes l'avait alors laissé libre. En ce printemps 2005, la situation était radicalement différente. Confronté aux officiers de police, Georges Valin, désormais âgé d'une cinquantaine d'années, tenta initialement de nier toute implication. Son visage, marqué par les années, affichait une assurance feinte qui ne résista pas longtemps à la pression de l'interrogatoire. Les preuves étaient irréfutables, les fragments microscopiques de son ADN, patiemment isolés et identifiés, le liaient de manière indéniable à la victime. L'étau se resserrait implacablement. Face à l'évidence et l'absence de tout échappatoire, la façade de Valin s'effondra. Il rompit le silence qu'il avait protégé pendant près de 9 ans et, avec une froideur déconcertante, commença sa confession. Georges Valin révéla aux enquêteurs les détails sombres d'une obsession qu'il nourrissait pour Nathalie Blanchet. Il avait été attiré par son calme, son professionnalisme et surtout par cette sérénité qu'elle dégageait. Ses approches, initialement maladroites, s'étaient transformées en un harcèlement insidieux, qu'elle avait systématiquement rejeté, avec la dignité et la discrétion qui la caractérisaient. Cette résistance avait nourri chez Valin une frustration croissante, une rage sourde qui couvait en lui. Dans la nuit du 18 au 19 septembre 1996, alors que Nathalie était de garde, Valin, profitant du silence pesant de l'hôpital et de sa connaissance des lieux, l'avait interceptée dans un couloir. Sous un prétexte fallacieux, peut-être un problème technique dans l'aile désaffectée ou une demande d'aide urgente, il l'avait attirée vers cette section ancienne du bâtiment, loin des regards et de la surveillance. Là, dans l'obscurité relative d'une salle de stockage, il avait tenté de la contraindre. Nathalie avait résisté avec force, se débattant pour échapper à son agresseur. Sa lutte désespérée, son refus de se soumettre, avait fait basculer Valin dans une violence incontrôlable. Il l'avait immobilisé, l'empêchant de crier ou de fuir. Les marques de contention découvertes sur les poignets et les chevilles de Nathalie, lors de l'autopsie des années plus tard, trouvaient alors leur macabre explication. Dans un accès de fureur et de panique, craignant d'être découvert ou que Nathalie ne révèle son acte, Georges Valin l'avait asphyxié. Le souffle de vie de la jeune infirmière avait été étouffé dans le silence clinique de l'hôpital. Une fois son crime commis, la panique avait envahi Valin. Il fallait faire disparaître le corps, effacer toute trace. La salle de stérilisation voisine, isolée et rarement visitée, lui offrit une solution macabre. Il connaissait l'endroit, son aménagement, ses recoins. C'est là qu'il avait repéré un mur fragilisé. Armé d'outils, il avait brisé le plâtre, créant une ouverture grossière, un espace juste assez grand pour y dissimuler le corps de Nathalie. l'Y avait déposé, parmi les sacs en plastique et les débris, avant de reboucher hâtivement l'ouverture, espérant que le secret serait à jamais enfoui derrière l'imposante armoire métallique. L'arrestation et la confession de Georges Valin mirent fin à près d'une décennie d'incertitude et de douleur pour la famille de Nathalie Blanchet. En 2006, le procès de Valin se tint devant les assises de Lyon, sous l'œil attentif et la pression de la presse nationale. Chaque étape du procès fut scrutée, chaque témoignage analysé. Les anciens collègues de Nathalie furent appelés à la barre, confirmant les antécédents de Valin, son attitude déplacée et les épisodes de harcèlement qu'il avait infligés à d'autres infirmières. Leur récit, bien que douloureux, dressait le portrait d'un homme dangereux, dont le comportement prédateur avait été toléré trop longtemps.
La défense de Georges Valin tenta de plaider l'irresponsabilité pénale pour cause d'insanité mentale. Cependant, les détails précis et la froideur glaçante de sa propre confession, dépeignant un crime planifié dans ses moindres recoins, balayèrent cette stratégie. Le jury, confronté à la gravité des faits et à la cruauté de l'acte, écarta l'argumentation de la défense. Le verdict fut unanime. Georges Valin fut reconnu coupable de l'assassinat de Nathalie Blanchet et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour la famille de Nathalie, cette condamnation, bien que ne pouvant jamais réparer l'irréparable, apporta une forme d'apaisement. Après toutes ces années d'angoisse, d'espoir vain et de deuil impossible, il pouvait enfin offrir à Nathalie des funérailles dignes, un lieu de repos, mettant un terme à un cycle de souffrance qui avait duré près d'une décennie. Ses restes furent enfin inhumés, et le nom de Nathalie Blanchet put être prononcé non plus dans le mystère et la disparition, mais dans le souvenir et la justice rendue. Le cas de Nathalie Blanchet laissa des cicatrices profondes dans la ville de Lyon et, plus particulièrement, au sein du centre hospitalier. La tragédie fut un rappel brutal de la vulnérabilité, même au cœur d'un lieu dédié à la vie et à la guérison. En réponse, l'hôpital renforça drastiquement ses mesures de sécurité. Des caméras de surveillance furent installées dans les moindres recoins, les procédures d'accès aux zones sensibles furent révisées, et les couloirs autrefois négligés de l'aile désaffectée furent soit rouverts, soit démolis, pour que jamais un tel secret ne puisse y être dissimulé à nouveau. Pour les collègues de Nathalie, son souvenir resta gravé, non seulement dans le deuil d'une amie et d'une professionnelle estimée, mais aussi dans l'apprentissage amer que même les lieux les plus sacrés peuvent dissimuler des ténèbres. Et pour Lyon, la tragédie de l'infirmière disparue devint un symbole poignant, celui d'une vérité qui, aussi profondément enterrée soit-elle, finit toujours par trouver une brèche pour émerger à la lumière, même si cette lumière ne devait percer que des années plus tard, derrière une armoire oubliée dans l'obscurité. La vérité sur la disparition de Nathalie Blanchet, ensevelie sous près d'une décennie de poussière et de silence, a finalement émergé des profondeurs d'un mur oublié. L'ombre de Georges Valin, l'homme derrière ce crime glaçant, a été dévoilée par l'implacable lumière de la science forensique. Sa confession a refermé les blessures ouvertes, permettant à la famille de Nathalie de trouver, après tant d'années d'angoisse, un semblant de paix dans le verdict de la justice. Cette affaire résonne comme un sombre écho, nous rappelant que même au cœur des lieux dévoués à la vie et à la guérison, des ténèbres insoupçonnées peuvent se scisser. C'est le témoignage poignant de la résilience d'une vérité qui, même enfouie sous les strates du temps et de l'oubli, finit toujours par se frayer un chemin, jaillissant des recoins les plus inattendus pour éclairer l'obscurité. Que retenez-vous de cette histoire, où la patience de la justice a finalement percé le mystère d'une absence prolongée? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si ce récit a éveillé votre curiosité pour les mystères non élucidés, d'autres affaires troublantes vous attendent sur notre chaîne. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette exploration des ** vestiges d'un mystère ** vous a captivé, et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines investigations.